Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons prendre beaucoup de recul par rapport à l'angle tactique que nous utilisons d'habitude. Et aujourd'hui, grâce à notre partenaire Conflict of Nations, j'ai pour objectif de vous amener à redécouvrir la dynamique qui fait qu'un pays peut se défendre ou qu'un pays puisse envahir un autre pays avec un axe pédagogique assez original. Donc pour ceux qui découvrent la chaîne, vous ne le savez peut-être pas, ça se voit pas mon accent, mais je suis canadien, je suis franco-canadien pour être précis, après avoir servi dans l'armée française. Et c'est pour ça que j'ai choisi que nous allions incarner le Canada et nous allons, encore une fois, j'ai dit on va prendre du recul, rejouer un petit peu les événements qui sont passés en 1812, donc le conflit entre les États-Unis et le Canada. Le Canada qui a vu les premiers colons français en 1534, derrière les premiers colons anglais, ils sont arrivés à Terre-Neuve en 1583. En 1763, vous avez le traité de Paris qui dit que la partie du Canada français, ça passe sous dominion britannique. Et ensuite, 1812, 1813, 1814, il y a eu des combats entre les Canadiens, les Anglais et les Américains. Et ça s'est quand même fini, c'est pour ça que j'en parle, parce que ce n'est pas très connu, par la Maison Blanche, et oui messieurs dames, la Maison Blanche de Washington, qui a brûlé le 28 août 1814 lors de ce conflit, qui a redéfini un petit peu la carte, qui a calmé tout le monde. Et si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'en 2022, nous voudrions reprendre à terme, d'un point de vue pédagogique, l'exemple du Canada qui souhaite des États-Unis qui souhaitent envahir le Canada, tout simplement à cause de South Park et Terrence et Philippe. Alors si vous n'avez pas la référence South Park, Terrence et Philippe, je le fais très courte, encore une fois c'est du second degré. Terrence et Philippe qui sont des humoristes canadiens, célèbres pétomanes, et qui énervent tellement les parents de petits Américains que les États-Unis décident d'envahir le Canada pour mettre fin à cette abomination culturelle. Conflict of Nations est un jeu de stratégie PVP en temps réel gratuit qui se déroule pendant un conflit mondial du XXIe siècle. Choisissez votre propre stratégie, engagez-vous dans des batailles épiques et partez à la conquête du monde. Vous obtenez un cadeau exclusif, cliquez sur le lien dans la description pour obtenir 13 000 pièces d'or et un mois d'abonnement premium gratuitement. Offre disponible uniquement pendant 30 jours, ne perdez pas de temps. Vous l'avez bien compris, tout ça c'est un prétexte pédagogique pour essayer de vous amener à comprendre d'un point de vue technologique, d'un point de vue humain, d'un point de vue politique, les dynamiques derrière tout ça. Et c'est ce que nous allons faire juste après le jingle. Comme je vous l'ai dit en ouverture, différents conflits ont lieu entre le Canada et les États-Unis. Le premier, c'est en 1777 avec les 13 colonies qui sont montées jusqu'à Québec, qui sont battues contre les Canadiens. Et ensuite, derrière 1812-1815, également appelée la Seconde Guerre d'indépendance, la guerre de 1812 ou la guerre canado-américaine. Pour la petite histoire, 1815, c'est quoi? C'est Napoléon qui part contre la Russie. Donc alors qu'il se passait des choses du côté européen de la force, l'Europe, tout ça, il se passait également des conflits de ce côté. Mais revenons-en à nos moutons. Je vous ai dit une vision plus macro, dans un premier temps politique, ensuite militaire et ensuite technologique. Et pour faire tout ça sous un angle différent, parce qu'il y a déjà beaucoup de contenu sur Internet, c'est avec ce jeu PVP, donc Player versus Player, que je vais illustrer les propos. Il faut savoir que moi, je viens à la base des jeux vidéo, adolescent et tout, j'adorais ça. Mais vraiment, j'adorais ça. J'ai passé des heures à faire des jeux de stratégie. Et c'est un excellent moyen aussi de mieux comprendre les dynamiques et également de bien s'approprier le matériel. Bien comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Donc, ce que je vous propose en premier temps, c'est de comprendre d'un point de vue politique. Vous êtes au Canada ou vous êtes aux États-Unis, imaginons, vous êtes les États-Unis, vous voulez amener une invasion, vous voulez une annexion du Canada. Il va falloir que d'un point de vue politique, ça fonctionne. Et il va falloir qu'il y ait une dynamique politique. Cette dynamique politique, c'est pas la spécialité de la chaîne, mais il faut quand même comprendre d'où ça vient. En gros, l'objectif, ça va être d'amener
la population à accepter les efforts nécessaires parce que vous avez d'une certaine manière créé un ennemi. Je vous parlais de South Park, eh bien c'est exactement ça, création d'un ennemi, Terrence et Philippe, cela met en péril la jeunesse américaine, il faut aller les arrêter. Vous désignez, vous créez un ennemi et cette création d'ennemis, c'est quelque chose qui se fait par les politiques mais également par les médias. Je vous laisse regarder ce qui se passe actuellement en Europe, vous avez vraiment, voilà, c'est assez visible ces derniers temps. Donc ça, c'est le premier point. Une fois que vous avez le politique qui a mis ça en marche, si je puis dire, alors l'Alsace, la Lorraine en France, ça va vous parler, eh bien, vous avez une acceptation d'une augmentation des efforts budgétaires, d'une augmentation des efforts vers les armées. Et ça, c'est le deuxième point, le côté militaire. De manière générale, dans l'OTAN, il faut respecter normalement 2% du PIB. Les États-Unis, puisqu'il est question d'eux, regardez ici, les États-Unis, ils ont Wichita, ils ont plein d'États. Hein. Les États-Unis, ils ont quand même 35% des dépenses mondiales d'un point de vue militaire. Alors c'est un très grand pays, regardez quand même, c'est un grand pays, très très grand pays, mais 750 milliards par an hein, qui sont dépensés, dont 100 milliards dans la recherche et le développement. Si nous regardons le Canada, donc alors pour une petite histoire, sur la carte, il n'y a pas le Québec avec, enfin il y a une partie qui n'est pas là, c'est assez rigolo d'ailleurs, mais Montréal, Toronto, tout ça. Le Canada, c'est 24 milliards. Donc, les voisins du Sud, 750 milliards de dollars par an. Le Canada, à l'heure actuelle, 24 milliards. Pour information, la France, ici. La France, eh bien, nous sommes sur à peu près 40-41 milliards par an. Pour ce qui est de la Russie ici, eh bien, vous êtes sur à peu près 65 milliards par an. Et la Chine, beaucoup plus à l'est, la Chine, 261 milliards par an, sont la deuxième plus grosse dépense. Après, attention, parce qu'un dollar, voilà, on peut en parler de manière générale. Pour la Chine, ça serait un petit peu plus, ces choses coûtent moins cher, tout ça. Mais voilà, donc vous allez pouvoir investir massivement dans votre armée, mais votre armée, elle a besoin de quoi ? Et elle a besoin de technologie. Alors, la recherche technologique, c'est très important. Je vous disais, les États-Unis, 750 milliards de budget, 100 milliards de budget pour la R&D, la recherche et le développement. Pourquoi est-ce que c'est si important? Alors, on le voit bien là, parce que tout simplement, une armée, il faut énormément de matériel. Vous voyez, ça passe par l'infanterie, les blindés, le soutien, les hélicoptères, les chasseurs, les unités lourdes, les unités navales, les sous-marins, les missiles, les officiers, on va en revenir, et les saisons. Donc tout ça, c'est très 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 important, il va falloir développer tout ça. Vous voyez, on a l'infanterie de marine, l'infanterie mécanisée, l'infanterie motorisée. Vous avez les agents spéciaux, vous avez au niveau des chars, véhicules de combat, véhicules amphibies, toutes ces choses-là, l'artillerie. Nous avons parlé des Césars récemment, lance-roquettes multiples, les MLRS, toutes ces choses-là, les hélicoptères, vous avez hélicoptères de combat, hélicoptères d'attaque, vous avez hélicoptères de transport également, les chasseurs. Alors les chasseurs, maintenant, on a plutôt de l'omnirole, mais pour arriver à l'omnirole, il faut différentes choses. Et maintenant, vous avez les drones également, très très important, les drones, c'est en train d'évoluer. Les bombardiers, utilisation des bombardiers, des AWACS, donc les AWACS qui sont des avions radars. Vous avez également tout ce qui est transport. On a vu récemment les Chinois qui ont projeté des avions de transport vers la Serbie. Les unités navales, les corvettes dont on parlait, frégates, destroyers, c'est encore plus gros, Ticonderoga, tout ça. Les porte-avions, les porte-aéronefs également. Et les sous-marins, deux types de sous-marins, sous-marins nucléaires d'attaque, sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Pour pouvoir avoir des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, il faut derrière toute la partie recherche technologique nucléaire également. Donc il faut une industrie nucléaire. L'industrie du nucléaire civil vous permet d'avoir derrière une industrie nucléaire militaire. Et après, missiles, différents types de missiles, missiles balistiques, missiles de croisière, missiles aériens, l'armement. Donc là en France, on a par exemple les champions, on a MBDA. Donc vous avez énormément de technologies. Et encore une fois, prenons un tout petit peu de recul, fin de la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qui s'est passé en Europe? Les Allemands étaient très très forts. Vous avez sûrement déjà entendu parler de von Braun, donc Werner von Braun, qui a été le chef de projet, si on peut dire, sur le premier missile balistique de l'histoire, le V2, qui ensuite a été récupéré par les Américains, qu'ils ont fait travailler eh bien, sur leur industrie spatiale et militaire. Donc les Américains ont carrément mis en place une opération, code sign opération Paperclip, où ils ont récupéré plus de 1500 scientifiques. Alors vous allez me dire, les Américains, les gros vilains, les Russes ont fait pareil, ils ont récupéré des ingénieurs, et la France, nous avons fait pareil. Et où est-ce que nous avons installé tout ça? Du côté de Vernon. Et nous avons par exemple Karl-Heinz
Bringer, qui lui est décédé en 1995 à Saint-Marcel. Saint-Marcel, c'est juste à côté de Vernon, et c'est là qu'il y a maintenant Ariane, par exemple. Vous voyez. Donc, cette guerre technologique, ce développement technologique est absolument primordial et doit être parfaitement aligné à ce côté militaire et ce côté technologique, mais qui suit une volonté politique. Donc, cet alignement politique, militaire, technologique. Maintenant, le militaire, c'est bien. Vous allez me dire, regardez, on va faire du militaire, on va fabriquer des unités, on va pouvoir créer des unités, on va pouvoir faire plein de choses. Oui, dans le militaire, vous avez besoin de matériel, des armes, on l'a vu, des chars, des avions, tout ça. Mais nous avons, et ça ne fonctionne bien que grâce à l'humain. Et c'est ce qu'on voit bien mis en avant ici. Vous avez tout le matériel dont on parlait, et ça fournit par quoi? Par les officiers. Officiers d'infanterie, officiers de l'armée de l'air, officiers de tank, commandant de sous-marin. Pourquoi? Parce que l'encadrement est absolument indispensable. Comme je l'ai dit l'autre jour dans une autre vidéo, c'était chez BFM, mais comme disait le général de Gaulle, et c'est marqué directement à l'école de Saint-Cyr-l'École, au lycée militaire de Saint-Cyr-l'École, la véritable école du commandement est donc la culture générale. La culture, la formation est indispensable dans l'armée. Et là, vous avez un lien direct avec la technologie. Plus votre pays a une capacité à produire des gens cultivés avec une bonne culture générale, avec une bonne culture scientifique, avec une bonne culture globale, plus vous allez pouvoir avoir des développements technologiques intéressants et des militaires qui réfléchissent bien. Les politiques, j'ai ça de côté, c'est pas ma spécialité. Le militaire a donc besoin d'une excellente formation, d'où cette importance de la formation des officiers. Ça prend énormément de temps. Et plus vous avez du matériel technologiquement avancé, plus cette formation va être longue. Donc vous avez besoin d'avoir des gens qui sont parfaitement alignés à un esprit de corps commun, ça passe grâce aux politiques. Ensuite, d'un point de vue militaire, ils doivent s'appuyer sur de la technologie qui leur est fournie grâce aux industries autochtones, si je puis dire, qui viennent du pays. Et derrière, vous avez vos militaires qui vont pouvoir s'entraîner à mettre en œuvre tout ça. Et du coup, une fois que vous avez tout ça, eh bien, vous avez une armée efficace, bien alignée, et qui va pouvoir soit défendre votre pays, soit partir à la conquête de la menace immédiate qui peut être le Canada dans le cas des Américains. D'un point de vue purement militaire ensuite. D'un point de vue purement militaire, donc là c'était vraiment le macro de chez macro, ce qu'il faut bien voir, c'est que vous allez avoir besoin de quoi dans votre armée? Vous allez avoir besoin de morale, donc il va falloir que le moral soit fort. Ensuite, il va vous falloir des idées tactiques en corrélation avec la stratégie. Donc là, si vous êtes les États-Unis et que vous voulez envahir le Canada, vous allez regarder la carte. Tout commence toujours par la carte. Ici, au niveau des montagnes, ça va pas être facile de rentrer. Alors vous allez me dire, il y a des précédents, et ça peut justement être parfait de passer par les montagnes. Vous avez Hannibal. Hannibal, il est passé par les Alpes, hein. C'était en 218 avant Jésus-Christ. Il a mis 10 jours à monter, ils sont restés 2 jours en haut pour se regrouper, et après ils ont mis 4 jours à descendre. En plus, ils ont été harcelés pendant ça. En 15 jours, ils ont fait 200 km dans les Alpes. Ils ont réussi à faire passer une armée dans les Alpes, c'est possible. Si on regarde les Ardennes, en mai 1940, en 3 jours, ils ont fait passer les blindés, personne ne s'y attendait, ça a surpris. Singapour, j'en parlerai dans la prochaine vidéo, parce que là, on est vraiment sur les bases. Après, je vous ferai une vidéo sur la partie vraiment invasion, et après sur comment on garde le territoire. À Singapour, on en parlera le prochain coup, parce que c'est vraiment très très intéressant avec Sir Arthur Percival. Je vous invite à regarder si vous voulez prendre un peu d'avance. Mais vous allez réfléchir par où est-ce que vous allez passer pour faire cette invasion. Ensuite, ici, là, nous avons les grandes plaines, donc ça va être très facile d'avancer, mais nous allons être à découvert, pas beaucoup de villes, tout ça. Et de ce côté-là, nous avons le poumon beaucoup plus économique, mais également politique. Donc vous le savez sûrement, si on regarde le Canada, vous avez Toronto qui est la grande ville, hein, le gros poumon économique. Vous avez Montréal également, très important. Vous avez Québec, et ici on ne voit pas trop, mais ici là vous avez Ottawa qui est la capitale. Donc si vous voulez rentrer dans le pays, qu'est-ce que vous allez chercher à faire? Quel va être l'objectif? Et généralement, l'objectif, quand vous allez rentrer, ça va être de renverser le pouvoir en place. Vous allez devoir essayer de renverser le pouvoir en place, donc vous allez vouloir foncer vers les nœuds politiques et les nœuds industriels, les poumons du pays. Donc dans un cas comme le Canada, si les États-Unis voulaient rentrer, est-ce qu'on a grand intérêt à rentrer dans les grandes plaines ici? Il y a du pétrole, hein, pourquoi pas, mais
il va sûrement falloir rentrer de ce côté-là pour essayer de foncer sur Ottawa, pour essayer de récupérer Toronto et Montréal et pour pouvoir dire au reste du pays, hop, regardez, nous avons pris le pouvoir. Donc d'un point de vue défensif canadien, on va se dire, il va falloir qu'on stationne des unités par ici. Donc d'un point de vue défenseur, parce que là, nous sommes des Canadiens, il va falloir donc, que nous développions d'un point de vue technologique. Toute cette façade-là, il va falloir qu'on l'arme quand même pas mal. Et ensuite, de l'autre côté, nous avons Vancouver, qui est également un gros poumon que nous allons pouvoir armer, qui sera peut-être un peu plus facile à défendre grâce à la montagne. Mais il va donc nous falloir, eh bien, on a commencé à en fabriquer ici, des terrains, des avions, parce que voilà, c'est un gigantesque pays. Et l'arme aérienne risque de faire toute la différence, tout comme notre capacité à tenir dans la durée. De manière générale, si vous êtes Canadien, un pays de la taille du Canada, j'ai envie de dire bon courage pour le conquérir. Mais comme on a vu, c'est pas forcément tout le pays qui peut intéresser un envahisseur, ça va être le poumon économique, le poumon politique. Pour s'y préparer, d'un point de vue politique, il faut réussir à faire passer l'idée que la survie du pays est indispensable, que ça passe par l'investissement dans l'armée, dans la technologie. D'un point de vue militaire, il va falloir former les hommes à l'utilisation du matériel, s'assurer de leur parfait alignement aux valeurs du pays et leur motivation à mourir s'il faut pour le pays. Et d'un point de vue technologique, il va falloir que nous puissions créer des industries de défense qui soient cohérentes. Et là, l'exemple français est excellent. Nous avons toujours cherché à garder une cohérence stratégique, une capacité à fabriquer, si on veut, du nucléaire, à fabriquer du missile avec MBDA, à fabriquer de l'avion avec Dassault, à fabriquer des bateaux avec la DCNS et tout. Donc ça, c'est indispensable, ça demande des investissements et on se rend compte à quel point c'est important quand on se retrouve dans des situations de crise ou à l'aube d'un conflit de haute intensité. Le point sur lequel je veux encore une fois insister, dépenses militaires américaines, 750 milliards de dollars. Ok, c'est grand. Dépenses du Canada, là nous allons devoir travailler avec nos 24 milliards de dollars. La France, nous sommes sur à peu près 40. Et je vous disais la Russie sur à peu près 65. Donc ça vous donne, je pense, une bonne idée. En résumé, eh bien moi je vais continuer à développer un petit peu mon pays dans Conflict of Nations. Donc je vais lancer des recherches. Pour ça, eh bien, il va falloir avancer au fur et à mesure. Regarde, on va commencer à lancer la recherche par exemple, sur les véhicules blindés. Forcément, nous aimons bien les avions. Donc on va travailler sur une cellule renforcée pour un chasseur de supériorité aérienne. Là derrière, ça ressemble à un étendard 4, ça me parle ça. Et ben voilà, étendard 4. Après, on va pouvoir développer ça. Le Harrier, avion à développement vertical. Donc vous avez des développements en cours. On peut les accélérer, hein, c'est comme dans tout, mais forcément ça coûte des sous. C'est exactement comme dans la vraie vie. L'étendard 4, c'est bien sûr on veut, on pourrait commencer à le développer, mais moi je veux le chasseur de supériorité aérienne face aux Américains, ça me fait plaisir. Les sous-marins, est-ce qu'on va en avoir besoin? Eh bien, le sous-marin, c'est une arme qui peut être très très intéressante. Et si vous voulez empêcher votre pays de tomber, le fait d'avoir des sous-marins nucléaires dans son engin, eh bien, ça peut vraiment tout changer parce que vous pouvez dire, grâce à la dissuasion nucléaire, à un adversaire potentiel, si tu m'attaques, il n'y aura pas de vainqueur et ce sera la destruction mutuelle. Et c'est exactement le discours qu'a eu Vladimir Poutine ces derniers mois face à l'OTAN. Voilà. Nous allons continuer à développer tout ça. Nous allons nous retrouver d'ici quelques semaines pour une vidéo où nous allons regarder exactement d'un point de vue stratégique comment réussir à amener nos forces américaines, les forces américaines au Canada et comment en tant que Canadiens nous pouvons nous défendre, quel type de tactique nous pouvons utiliser face à une armée qui serait beaucoup plus forte en nombre, comment nous pouvons utiliser le climat du Canada, la géographie du Canada, la répartition entre les villes, à notre avantage. Vous avez bien compris, l'idée c'est de vous faire prendre du recul sur ce qui se passe actuellement en Europe avec un axe beaucoup plus léger. J'ai fait des études en pédagogie, on essaie de faire ce qu'on peut pour attaquer le cerveau sous un angle différent. J'espère que l'angle vous plaît, n'hésitez pas à me le faire remarquer dans les commentaires. Dans tous les cas, là nous allons continuer à travailler sur ce qui se passe, réaction de l'actualité, tous ces points-là. Et je voudrais remercier encore une fois Conflict of Nations, qui est notre partenaire sur cette vidéo, qui va nous permettre en temps réel d'avancer un petit peu dans ce conflit et qui également, en tant que partenaire, nous aide à développer la chaîne et à créer des emplois. Donc merci pour eux, pour nos monteurs et la petite équipe. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, fly safe.